Bonsoir à tous, ravie de participer avec vous à ce colloque. Merci aux organisateurs, surtout à toi Kevin, tu étais toujours disponible pour répondre à mes questions. Alors moi j'ai fait une thèse sur les plateformes numériques de transport, je me suis intéressée à la question de la médiation numérique d'Uber et des autres plateformes et de son impact sur la santé des chauffeurs. Et en cette période de post-thèse, je m'intéresse à tout ce qui est plateforme alternative. J'organise mon intervention d'aujourd'hui autour de 3 parties. Dans un premier temps, je reviens sur le modèle infocommunicationnel de l'organisation Uber. Ce modèle est générateur d'une souffrance au travail chez les chauffeurs et qui peut constituer dans certains cas un moteur de changement organisé. On l'a constaté à travers la création d'une plateforme alternative qui a pour vocation d'innover et de se différencier d'Uber à une époque où la question de la transition sociale et écologique est de plus en plus prégnante. Il peut y avoir plusieurs outils méthodologiques permettant de comprendre et d'analyser une plateforme comme Uber ou autre. Dans mon travail de thèse, j'ai fait le choix d'interroger les chauffeurs VTC. Donc le VTC, c'est le véhicule de transport avec chauffeur. C'est un statut professionnel nécessaire à avoir pour pouvoir travailler avec les plateformes en France. J'ai donc effectué 50 entretiens semi-directifs du type récit de vie pour comprendre la médiation numérique d'Uber. Le récit de vie permet d'obtenir des données riches et variées, ce qui est très important dans une méthode qualitative. Cependant, pour ne pas tomber dans ce que Bourdieu appelait l'illusion biographique, dans le sens où le récit de vie permettait de penser la trajectoire à partir des événements successifs racontés par les individus et non à travers les relations objectives entre ces événements, j'ai structuré mes entretiens à travers des questions ouvertes et fermées, d'où le choix de parler d'entretiens semi-directifs du type récit de vie. La grande quantité des données récoltées a nécessité l'usage d'un logiciel de traitement qualitatif automatique qui s'appelle Atlassian et qui permet de catégoriser les verbatims par code, ce qui a facilité par la suite tout le travail d'analyse de contenu manuel que j'ai effectué. Dans le cadre de mon projet post-thèse, où je m'intéresse aux plateformes alternatives, et c'est le sujet de mon intervention, j'ai effectué 3 entretiens avec le secrétaire général du syndicat, porteur du projet de la coopérative VTC, qui est toujours en cours d'élaboration. J'ai aussi exploité quelques articles journalistiques qui traitent de ce sujet. Je précise que j'avais collecté un certain nombre de données sur cette coopérative dans le cadre des 50 entretiens de ma thèse. Et comme ce projet évolue très rapidement et qu'il est toujours en cours d'élaboration, il a fallu à chaque fois obtenir de nouvelles informations. Les travaux autour du management moderne sont très récents, puisqu'ils portent sur des plateformes capitalistiques telles qu'Uber, Amazon, Airbnb, les plateformes de micro-travail, etc. et qui sont de nouveaux modèles organisationnels. D'abord, on peut définir ce management algorithmique comme un système de contrôle dans lequel les algorithmes d'apprentissage automatique sont chargés de prendre et d'exécuter des décisions affectant le travail, limitant l'implication humaine et surveillant le processus de réalisation des tâches. Donc d'un premier coup, on pense que ce management algorithmique est un retour en arrière dans la pensée managériale, c'est-à-dire un retour vers le taylorisme industriel qui a été remis en question à plusieurs reprises, premièrement dans l'expérience Hawthorne dans les années 1920, qui a attiré l'attention sur l'importance du relationnel, de la motivation, de l'humain dans l'entreprise. Et justement, cette idée de l'implication subjective des individus au travail et de son importance dans la réussite organisationnelle constitue le paradigme du management moderne. Or certes, l'arrivée des plateformes capitalistiques qui automatisent le management peut être conceptualisée au début comme un retour du taylorisme, qui en réalité n'a jamais quitté la sphère organisationnelle. Mais ce qui est intéressant dans le cas d'Uber, c'est que cette plateforme s'inspire dans sa pensée du management à la fois du taylorisme, c'est-à-dire de son aspect de contrôle, de séparation sociale, d'approche communicationnelle, de commandement et d'ordre, et du management moderne, c'est-à-dire tout ce qui est technique communicationnelle qui renforce l'implication subjective des travailleurs. Les travaux sur le management algorithmique restent quand même limités à cette approche taylorienne, en mettant à l'écart l'intérêt des plateformes envers la psychologie des individus.
Donc, dans cette partie de présentation, je vais me focaliser sur 2 niveaux d'influence comportementale qu'exerce Uber sur les chauffeurs, le design de l'application et les techniques de marketing. J'entends par le design de l'application Uber la structure de son interface à travers plusieurs fonctionnalités, accueil, menu, messagerie, notification, etc., qui sont présentées, structurées de manière à créer une expérience intuitive chez les usagers. L'usage repose donc sur une connaissance directe et immédiate. Cette facilitation d'usage transforme la représentation et l'exercice du métier du VTC, ou un ensemble de tâches répétitives dépourvues de sens et d'efforts créatifs, puisque le métier du chauffeur était finalement réduit à transporter le client d'un point A à un point B. Ce qui ne requiert pas de compétences spécifiques qui ont constitué ce métier pendant des siècles, à savoir la relation clientèle, la capacité à créer des liens professionnels, à gérer sa propre entreprise de transport, etc. Le verbatim suivant décrit exactement ces situations. Je suis convaincu que leur application, leur système déclenche une addiction. C'est étudié, rien n'est laissé au hasard, tout est fait exprès pour que toi, utilisateur, sois absorbé. Uber est faite pour t'attirer, tu es là, tu restes, etc., etc. Cette déstabilisation ou précarisation subjective, comme l'appelle Danielle Lénard, lorsqu'elle évoque le cas des salariés, est également déclenchée par des techniques de marketing qu'Uber met en place pour renouveler la motivation. La première technique est la majoration, c'est-à-dire la hausse des tarifs en raison des fortes demandes de courses. Uber informe sur cette situation par des SMS, des mails ou des notifications push de l'application, ce qui conduit les VTC à faire de longues heures de travail, puisque les prix des périodes normales de l'activité ne sont pas rentables. Le verbatim qui s'affiche compare ces situations à un jeu vidéo pour mettre l'accent sur l'aspect addictif de ce mécanisme de la majoration. Une autre technique qu'utilise Uber pour renouveler ou maintenir la motivation des chauffeurs est les messages personnalisés envoyés à certains chauffeurs qui sont très bien notés par les clients et ou proches des gestionnaires de la plateforme. Cette technique se fait à petite échelle et occasionnellement. Le modèle économique d'Uber ne permet pas d'investir dans une relation personnalisée avec les chauffeurs et c'est justement toute la problématique de cette plateforme, le fait de déléguer le management aux algorithmes. Cette médiation numérique soigneusement pensée pour renforcer l'implication des chauffeurs au travail conduit vers un épuisement physique et psychologique que l'on peut résumer par la prépondérance d'une approche de souffrance au travail lorsqu'on étudie la question de la santé de ce groupe professionnel. Et cette souffrance au travail constitue pour ceux dont le métier a une représentation sociale et personnelle importante un facteur crucial de changement organisé à travers l'élaboration d'une plateforme alternative. Avant de présenter ce projet, je vais passer en revue rapidement le courant du coopérativisme de plateforme pour mieux appréhender la question de l'alter dans les organisations plateformisées. Le modèle coopératif émerge dès la première moitié du XIXe siècle en réaction contre le capitalisme industriel. C'est donc un système qui se veut différent de l'actionnariat, et cela en prenant une gouvernance démocratique de l'entreprise qui repose sur des valeurs liées à la solidarité, à la proximité et à l'engagement. Dans ce même esprit, à l'ère du capitalisme numérique, le coopérativisme de plateforme s'inscrit dans un contre-mouvement qui défend un modèle démocratique de propriété partagée visant à un réencastrement de l'économie, dans le sens où les travailleurs de l'organisation vont avoir la double qualité de salariés et de sociétaires pour pouvoir participer aux décisions et au pilotage de l'organisation qui les emploie. Ce courant ne rejette pas le paradigme du capitalisme numérique qui voit coexister deux modèles, les plateformes capitalistiques et les plateformes alternatives. Certes, le coopérativisme de plateforme s'inscrit dans un contre-mouvement, mais son objectif n'est pas de concurrencer Uber, Google, Airbnb, Amazon, etc. Car finir avec le capitalisme peut sembler être à ce stade un projet utopiste, et donc l'objectif du coopérativisme de plateforme est de trouver des solutions alternatives le plus rapidement possible. Les plateformes alternatives sont des organisations décentralisées, caractérisées par une gouvernance collective, une économie hybride, marchande et non marchande, et de nouvelles formes d'innovation durable, car porteuses de transition sociale et écologique.
Selon Scholz, qui est considéré comme le premier à conceptualiser le coopérativisme de plateforme, les plateformes alternatives doivent conjuguer 3 éléments. Le clonage des technologies. Elles doivent s'adapter aux technologies des plateformes capitalistiques, car l'objectif est de changer le modèle de propriété en adhérant aux valeurs démocratiques sans rompre avec le développement technologique récent. L'union des acteurs et groupes, la solidarité est au cœur des plateformes alternatives et se révèle dans la capacité des syndicats, des travailleurs, des collectivités territoriales, etc., de gouverner ensemble. Les bénéfices globaux, le coopérativisme de plateforme doit profiter à tous, d'où l'importance de la décision collective, de la transparence et du consensus. À partir de cette conceptualisation, je vais analyser la coopérative VTC que j'ai étudiée et qui représente la seule tentative de création de plateformes alternatives dans le sens du coopérativisme de plateforme. En effet, au cours de mes enquêtes, le mot coopérative revenait souvent dans les verbatims, notamment des représentants des syndicats interrogés, mais sa représentation est très différente. Elle peut signifier le fait de travailler avec d'autres chauffeurs sur une clientèle privée, le fait de faire de la sous-traitance, etc. Il existe alors une confusion sémantique autour du mot coopérative, d'où l'importance de revenir sur ce concept. La coopérative VTC est née en 2019 à la suite de nombreuses manifestations des chauffeurs ubérisés. Donc, ce contre-mouvement commençait à travers des actes de résistance qui ont émergé et qui continuent à émerger à l'extérieur de la sphère organisationnelle de la plateforme en raison d'absence des espaces de délibération. Il y a eu donc des blocages des locaux d'Uber par les chauffeurs, des manifestations devant le ministère des Transports, de Finances, beaucoup de communication dans les médias et sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas eu de changement conséquent. La résistance par les manifestations ou par la voie du droit contre le capitalisme numérique n'a donc pas abouti, surtout que parfois le droit peut se transformer en un instrument au service d'Uber. Il a donc fallu inventer et innover, d'où la création de cette coopérative. La personnalité du leader a joué un rôle crucial dans la concrétisation de ce projet. Comme le souligne Monod Jean-Claude et avant lui Max Weber, le charisme est lié à la démocratie dans le sens où le choix du représentant suppose une élection et que sa présence est primordiale pour faciliter le fonctionnement démocratique. Et comme le dit le secrétaire général du syndicat porteur de ce projet, les éléments de langage étaient extrêmement importants pour convaincre les chauffeurs de cette coopérative. Si on s'appuie sur les 3 principes du coopérativisme de plateforme conceptualisé par Scholz, nous constatons les éléments suivants dans la coopérative VTC en question. La première ambition, qui est le clonage des technologies, est encore absente, car la technologie qui sera proposée est celle de la réservation préalablement enregistrée, ce qui est différent de la mise en relation directe et instantanée que propose Uber. L'union des acteurs et groupes, nous y retrouvons près de 500 chauffeurs VTC, des avocats, le département de la Seine-Saint-Denis et de potentiels autres participants. L'organisation de la gouvernance se fera par vote démocratique. Le conseil d'administration sera élu par les actionnaires VTC et votera pour le président de la coopérative. Les chartes et les rôles de chacun seront définis par ce conseil. En ce qui concerne les bénéfices globaux, la répartition des profits financiers sera effectuée en fonction de la contribution de chacun. D'autres bénéfices d'ordre immatériel seront certainement envisageables. Donc, on n'a que le principe du clonage des technologies qui manque à ce projet coopératif et qui justifie la présence d'une critique de l'alter qui ne rejette pas les plateformes capitalistiques mais défend la possibilité de leur coexistence avec les plateformes alternatives. La coopérative VTC promeut donc un modèle d'innovation durable qui, du côté de la communication, repose sur le principe de la délibération et du côté du service proposé, investit dans la sécurité des clients, rassurés par une certification d'AFNOR. La formation des chauffeurs est également une question centrale dans ce projet qui porte la marque du Made in France et propose de ce fait de défendre des valeurs françaises, du commerce et de la relation clientèle. Nous constatons alors que lorsque la communication est pensée selon une approche démocratique, les questions sociales et sociétales, droit du travail, sécurité de transport, etc. sont situées au noyau de la réflexion autour des plateformes alternatives. Je rappelle que cette coopérative est encore en cours d'élaboration, ce qui ne permet pas de passer un niveau de réflexion critique autour des plateformes alternatives, mais de les aborder jusqu'à maintenant comme une solution face à l'ubérisation.
Mais cela ne nous empêche pas d'anticiper quelques pistes de réflexion, comme les techniques et les politiques algorithmiques qui structurent et permettent le maintien des espaces de délibération. On peut se demander s'il est envisageable de penser un design qui n'emprisonne pas le choix de l'usager, ou de dépasser complètement l'algorithme pour préserver la relation humaine. La question de la gestion de la croissance est également incontournable dans une économie où la pérennisation des organisations est associée à la notion de croissance accélérée.